Bonjour à tous, merci d'être venus. Il y a vachement de monde, ça fait plaisir. Christophe nous a déjà introduit. Nous, on va parler des bonnes pratiques sur Airflow. Euh, et donc, Steph, Clément, vous avez. Enchanté. Euh, Avant de commencer, on va parler un peu du contexte Le Bon Coin, de Airflow chez Le Bon Coin. Airflow chez Le Bon Coin, ça a commencé en 2016, quand ça a été open sourcé. À l'époque, c'était dans une équipe data engineer qui avait 5 personnes, une petite équipe, qui sont dans le temps. 2020, ça a grossi, Airflow, 200 DAG, toujours dans la même équipe. L'équipe a grossi, il y a 10 personnes. Et encore qui sont dans le temps. 2022, aujourd'hui, il y a plus de 1000 DAG et il y a 7 équipes chez Le Bon Coin qui utilisent Airflow. Entre 2020 et 2022, il y a eu un gros travail pour scaler, pour passer à l'échelle l'utilisation d'Airflow. Et aujourd'hui, on va vous présenter ce qu'on a fait en termes de dev et comment on est passé à l'échelle avec Airflow. Et, voilà. Alors cette presse abordera que la partie dev, hein. On a fait pas mal de choses, notamment partie infra et DevOps, mais on n'avait pas le temps de parler de tout ça en 20 minutes. Et je vais laisser Steph commencer. Oui, avant, en fait, comme Clément l'a expliqué, on utilise Airflow chez Le Bon Coin depuis 2016. Et avec l'arrivée d'Airflow, ça offrait plein de features, mais il y avait encore des features dont les développeurs avaient besoin. Et ce qui se passait, c'est que pour répondre à ces besoins, on avait créé plein de custom opérateurs, de custom hooks, en fait, et plein de classes aussi. Ce qui fait qu'avec le temps, ça nous créait de la deck technique et on avait du code qui était super lourd et lorsqu'on lançait les exécutions, en fait, ça prenait vachement de temps. Ce qui fait, non, ça va dans le mauvais sens. Plus tard, en fait, avec le temps, on s'est dit, ça serait bien, vu que Airflow, ça évolue, on a plein de versions et que les nouvelles versions contiennent les opérateurs ou les hooks qu'on avait déjà créés et qui sont bien faits en fait, bien documentés et qui répondent clairement à nos besoins. Et en termes d'exécution, c'est mieux fait par rapport à ce que on avait fait avant de façon custom. En fait, on s'est dit, ça serait bien de déjà virer toute la dette technique qu'on a et pouvoir optimiser à fond le code pour que lorsqu'on est, par exemple, un nouveau développeur, on arrive sur Airflow, on comprend directement ce qui se passe dans le code et que lorsqu'on ne soit pas frustrant en fait lorsqu'on commence à développer Airflow et se dire ah putain c'est un peu chaud de comprendre ce qui se passe et se dire c'est chiant et on va chercher autre chose. Là, ça a été avec le temps, on a super bien optimisé Airflow avec les bonnes pratiques qu'on a pu mettre en place. Dans la première, Clément va vous parler tout de suite. On va parler un peu de variables. Si vous êtes utilisateur d'Airflow, vous devrez le connaître. C'est un concept qui est assez au corps d'Airflow. Au début, les variables, on les utilisait comme ça. On faisait des appels à variable.get dans le code des DAG. Le problème avec ça, c'est que le variable.get, il fait appel à votre base de données Airflow derrière. Et là, votre code, c'est le code du DAG. Airflow, il parse le DAG tous les X temps, mais relativement souvent. Vos variables, elles ne changent pas relativement souvent. Et donc, la base de données Airflow, elle est un peu. Elle chauffe un peu, surtout quand vous avez mis le DAG. Donc, pour un peu passer à l'échelle, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cleané notre stack de tous ces variables.get inutiles. Premièrement, chose évidente, en utilisant tout ce qui est template Jinja Airflow. Donc là, on a la version templatisée en Jinja, var.value.get, qui fait exactement la même chose que ce qu'on avait avant dans le code du variable.get. C'est un bon début. Mais si vous avez fait attention au code d'avant, on mettait les variables aussi dans la start date. La start date, c'est un argument qui est au niveau du tag. Et le tag, on ne peut pas templatiser ces champs. Donc pour ça, on a trouvé une autre solution, qu'est la vôtre, hein, c'est une solution parmi tant d'autres, c'est de faire du pur Python tout simplement.
on a créé un module de constante qui contenait toute notre constante et on a fait une condition en fonction de l'environnement parce que globalement, on utilisait les variables quasiment que pour ça. Ça donne quoi côté DAG? On fait un petit import de la constante qui va bien et on la met dans notre DAG. Et ça marche très bien. Et derrière, la base de données, elle est soulagée. Autre feature d'Airflow, assez connue. Autre feature d'Airflow, les priorités dans Airflow en fait. Airflow nous offre on va dire deux paramètres pour permettre de prioriser en fait les tâches dans Airflow. La première, c'est la priorité height en fait, qui va permettre à Airflow de pondérer les différentes tâches en fait, de donner en fait des niveaux de pondération aux différentes tâches pour savoir comment les ordonnancer dans le scheduler et pouvoir les lancer. Avec ça, on a le height rules en fait qui dit comment sont pondérées les différentes tâches. C'est-à-dire, on a le downstream qui est la valeur par défaut de Airflow, le upstream et la valeur, le absolute. Le absolute qui a aussi pour avantage en fait de pouvoir créer plus rapidement en fait les tâches dans des gros DAG en fait. Lorsque j'ai un gros DAG avec plein de tâches, lorsque j'utilise la règle absolue, ça me permet de créer plus rapidement en fait les différentes tâches. Avec ça, lorsqu'on associe ces deux-là, on permet d'ordonnancer en fait les tâches qui vont se lancer. C'est-à-dire que plus en fait on a une pondération haute pour une tâche, plus elle se lancera, elle se lance plus rapidement. Avant, nous on utilisait le downstream, ce qui fait qu'on avait parfois des comportements trop bizarres dans nos DAG. En se disant, on a une tâche qui se lance un peu trop rapidement par rapport à d'autres. On avait parfois en fait des données qui arrivaient, qui étaient très prioritaires, mais qui arrivaient très tardivement en fait dans la journée. Et on se posait des questions et on s'est rendu compte que c'est parce qu'on pondérait, on utilisait le downstream et qu'on utilisait un peu les pondérations, un peu pas des bonnes pondérations en fait au niveau de nos tâches. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, en fait, on connaît bien nos DAG, en fait, on connaît bien toutes nos tâches, on sait comment elles sont lancées et à quel moment elles seront lancées. Ce qu'on s'est dit, c'est que autant mieux utiliser la absolute qui nous donne déjà, comme vous avez expliqué plus tôt, en fait, qui nous permet de créer nos tâches plus rapidement dans nos différents DAG et pouvoir suivre, en fait, nos différentes tâches et savoir que cette tâche va se lancer à tel moment par rapport à d'autres tâches, en fait, dans notre pôle. Et ceci, comment en fait on l'a mis en place côté code en fait, c'est simple. En fait, on a surchargé l'objet DAG et on a tous nos DAG aujourd'hui utilisent la propriété rules absolute. Il n'y a aucun DAG qui utilise une autre propriété que absolute en fait dans nos DAG. Ensuite, on a vu qu'on connaît bien nos DAG comme je vous l'ai expliqué plus tôt, on a mis en fait des propriétés de niveau de criticité plus basse à celle la plus haute en fait dans tous nos DAG. Ce qui fait que lorsqu'on associe ces deux règles-là, plus un DAG est critique en fait, plus il va se lancer avant, les tâches de ce DAG se lanceront avant tous les autres en fait, dans notre stack. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir aujourd'hui nos données. On sait que dans tel DAG, telle donnée arrivera avant tout le reste, quoi. On arrive à savoir, à classer déjà aussi, ça me permet aussi de classer dans nos métriques, de classer nos DAG par ordre de criticité et savoir quel DAG n'a pas été lancé et pourquoi dans la stack. Et aussi, vous voyez le DAG, comment il est paramétré en fait avec la criticité la plus élevée qui est very high pour ce DAG, ça veut dire que lui, il se lancera toujours avant les DAG de niveau le plus bas. Et pour la suite, comme vous pouvez voir dans le DAG, en fait, il y a un paramètre owner. Je vais laisser Clément vous parler plus en profondeur de ce paramètre-là. Alors, un coup trop loin. Est-ce que vous connaissez les honneurs dans Airflow? C'est pas forcément la feature la plus utilisée à ma connaissance. Ça se traduit comme ça dans l'UI. On a une colonne honneur à côté du nom du DAG qui vous affiche un ou plusieurs honneurs du DAG. Dans les mécaniques internes d'Airflow, ça se traduit comment? C'est quelque chose qu'on déclare au niveau de l'opérateur. Donc on peut avoir, comme je disais, on peut avoir plusieurs honneurs par DAG. Ce sera tous les honneurs de tous les opérateurs. Et dans Airflow, c'est stocké au niveau de l'objet DAG.
Et cette feature, nous, on l'a un peu customisée dans notre objet DAG Le Bon Coin. Déjà, c'est ce que Steph montrait avant. Elle apparaît au niveau du DAG et pas des opérateurs comme c'est le par défaut dans Airflow. Et là, vous voyez aussi qu'il y a un petit import from team, import BI. BI, c'est l'honneur. Et ben, c'est pas une simple string chez nous. On a créé une classe, une classe team qui regroupe toutes les infos pour bien identifier la team qui own un DAG. Le full name, par exemple, qui va être le nom qui s'affiche dans l'UI d'Airflow, mais aussi l'email. L'email, ça nous sert énormément pour tout ce qui est alerting. Les tâches qui plantent d'un DAG, l'alerting envoyé sur l'email. Dans ce qui n'est pas à l'écran, il y a tout ce qui est permission sur les DAG. Et la suite, ça reste. Ouais, pour la suite, je vais vous parler des templates Jinja côté Airflow. En fait, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent ce que c'est qu'un template Jinja. Non? Si? Qui ne connaît pas? C'est quoi? Ok, Jinja, c'est un moteur de template en fait qui permet facilement de pouvoir injecter des variables dans, on va dire, dans un fichier, si on a un fichier ou un paramétrage. En fait, un exemple simple de templatage, un exemple simple que Airflow utilise pour insérer, par exemple, ces variables, ces macros, en fait, dans les variables. C'est un exemple qui est là. C'est-à-dire qu'on a une variable définie par Airflow, la variable DS qui définit la date, qui est templétée de façon Jinja. Une fois qu'on va utiliser dans l'opérateur, automatiquement, Airflow va le transformer et mettre la date, en fait, automatiquement. Il y a aussi d'autres paramètres comme les dates interval start, que normalement beaucoup d'entre vous doivent savoir, qui est la date de début de traitement d'un DAG, qui est en UTC, normalement, si je ne me trompe pas. En fait, ça, c'est un exemple de macro simple côté Airflow. Et nous, en fait, côté bonne pratique, c'est que nous, on a précédemment, suivant, désolé. C'est que nous, en fait, on crée généralement, on a des traitements pour créer, on crée des custom macros, pardon. C'est quoi? C'est des macros qu'on réutilise directement dans des tâches. L'exemple suivant, c'est que nous, on a beaucoup de tâches, en fait, qui nous permettent soit d'écrire dans des fichiers S3, soit de lire des fichiers S3. Au lieu de se dire à chaque fois qu'on a besoin d'écrire ou lire dans les fichiers S3, on va réécrire les paths en dur ou en variable au-dessus dans un fichier ou à l'entrée de notre fichier qui définit le DAG. En fait, on s'est dit que ça serait une très bonne pratique, en fait, de pouvoir définir une macro qui va nous permettre, en fait, de généraliser la construction des schémas S3 dont on a besoin. Dans l'exemple ci-dessus, c'est on génère un fichier S3 avec un suffixe si on en a besoin, en fait. Et derrière, par exemple, on a le nom du bucket suivi du suffixe où on veut soit lire, soit insérer la donnée à l'intérieur. Là, on a un exemple, ça c'est des macros. On a aussi des exemples de filters Airflow, des custom filters qu'on fait aussi. Là, dans cet exemple, en fait, l'exemple ici permet, par exemple, de pouvoir récupérer une datetime pendulum et pouvoir la transformer, pouvoir appliquer en fait la time zone définie qu'on a défini au niveau du DAG. Il faut savoir que dans Airflow, en fait, toutes les datetime définies dans Airflow sont en UTC. Et nous, notre problématique, généralement, vu qu'on travaille beaucoup en heure française, c'est de transformer ces UTC-là en heure française. En fait, et toutes les dates qu'on va utiliser dans toutes nos requêtes SQL, dans le templatage SQL, en fait, on veut que ce soit en heure française et pas en UTC. D'où, par exemple, cet exemple de filter là, c'est-à-dire on va récupérer une date time, par exemple la date interval start, on va récupérer la date interval start qui sera en UTC et la transformer grâce à ce filter en heure de Paris. Heure de Paris, ça c'est dire un exemple concret, en heure avec la time zone définie au niveau du DAG en fait. C'est ça.
Pour la suite, les time zones. Les time zones, un problème toujours compliqué. Vous voyez un petit comics à l'écran qui vous dit que si vous avez un peu d'expérience avec la programmation, les time zones, ça vous fait peur. Ça, c'est moi qui développe depuis 3 ans sur Airflow chez Le Bon Coin. J'ai peur des time zones. Pourquoi? Les time zones, ça a été introduit en 2018 dans Airflow. Je ne sais pas si vous vous rappelez le début, on utilise Airflow depuis 2016. Au début, il y a des gens qui se sont dit, on est en aire française, on va tout mettre en aire française. Très bien. Du coup, ils ont considéré que Airflow, c'était des heures françaises. Donc, le minuit d'Airflow était le minuit de Europe-Paris. Sauf que dans Airflow, tout est en UTC. À l'époque, ça ne posait pas trop de problème, si ce n'est que les DAG étaient lancés un peu en retard, 1 ou 2 heures en fonction de l'heure d'été ou d'hiver. Mais quand cette feature a été introduite, on a voulu passer sur les bonnes pratiques. Sauf que les bonnes pratiques, on les a introduites au fur et à mesure. On a commencé à passer des DAG petit à petit, enfin les nouveaux DAG sur les time zones de Paris. Et on a eu un mode de fonctionnement pendant très longtemps avec du legacy qui était du faux UTC et du pas legacy qui était du vrai UTC. C'était assez complexe. C'était très prise de tête. Sur les time zones, on n'a pas de réponse absolue sur les bonnes pratiques. Néanmoins, ce qu'on peut ressortir, c'est 2 petits conseils. C'est pas ça. Airflow, il recalcule tout en UTC dans ses mécanismes internes. Faites comme Airflow, c'est une bonne idée. Dans le sens où, si vous avez typiquement des use cases un peu plus complexes que nous, vous avez plusieurs fuseaux horaires à gérer, reconvertissez tout en UTC d'abord. Et après, réfléchissez. Deuxième conseil, Pendulum. Pendulum, c'est la librairie qui gère les date time dans Airflow. C'est excessivement bien. Il y a plein de fonctions qui vous facilitent la vie. Si vous ne connaissez pas, allez lire la doc. C'est une librairie Python. Encore un autre sujet. Feature plus ou moins connue encore, les cluster policy. Les petites baguettes magiques, parce que c'est assez magique et assez puissant. Ça fait quoi les cluster policy? C'est 3 petites fonctions qui vous permettent d'intercepter les objets Airflow au moment soit de leur chargement, soit de leur exécution. Et du coup, on peut faire un peu ce qu'on veut avec ces objets-là. Vous voyez la première, DAG policy pour les DAG au moment du chargement, task policy, la même chose pour une tâche, donc objet opérateur d'Airflow. Et le troisième, c'est la task instance mutation hook pour une task instance, mais cette fois-ci au niveau de l'exécution. Mais le concept est le même. On a accès à l'objet, on peut interrompre l'exécution, modifier l'objet, ajouter des arguments, enfin, on fait un peu ce qu'on veut. Les seules limites sont votre imagination. Chez nous, à quoi ça nous sert? C'est la police du code de DAG. Donc, on a des cluster policy qui interrompent le chargement des DAG, des tâches, si certaines choses ne sont pas respectées. Notamment la convention de nommage. On a une convention de nommage. Si ça ne correspond pas, votre DAG ne sera jamais chargé. Les classes legacy, on a quelques classes legacy qui traînent. On ne veut pas que les nouveaux arrivants l'utilisent. Du coup, ils ne peuvent pas. Des tags qu'on a obligatoires. Les honneurs, dont on parlait juste avant, avec l'alerting, ils doivent être configurés, ils doivent être présents sur toutes les DAG. Et avec les cluster policy, on est sûr qu'ils soient sur toutes les DAG. Et un dernier point, c'est l'exécution de timeout. On vérifie qu'il y a bien une exécution de timeout. C'est lié à des détails techniques et à l'exécuteur Celery. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais si vous avez des questions après, avec plaisir. Et la suite, les tests. En fait, les tests, on sait tous que les tests, c'est super cool, mais parfois, ça peut être chiant de les faire. Les tests, en fait, chez Le Bon Coin, avant, on n'avait pas dans notre stack Airflow, on n'avait pas beaucoup de tests, en fait. Et ce qui fait que parfois, on a envoyé, il y avait des trucs qui arrivaient en QA, on se disait,
ça marche pas, ça revenait en dev, ça faisait perdre du temps et tout. Et depuis un bon petit moment maintenant, on a des tests sur presque toute notre stack, c'est-à-dire sur tout ce qu'on vous a expliqué tout en haut, que ce soit sur les opérateurs, les hooks, même les transformations SQL, en fait, on a des tests partout pour être sûr que la donnée, en fait, n'arrive pas en QA et on se dise, ah, on a fait, il y a un problème, et on revient, ça crée aussi de la frustration. Donc aujourd'hui, les tests sont partout chez nous et franchement, c'est cool de les avoir en fait. Ça permet d'accélérer notre travail au quotidien et de nous rendre les tâches beaucoup plus faciles. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que grâce à tout ce dont on a expliqué plus haut dans les slides précédentes, aujourd'hui dans nos stacks, on a un code beaucoup plus clair. C'est-à-dire que lorsque on a un nouveau venu dans l'équipe qui arrive, il comprend tout de suite ce qui se passe dans le code grâce aux tests, grâce aux différents optimes qu'on a mis en place, à la structure de nos données, en fait, tout est super clair. Nous, en tant que développeurs, on est super heureux de pouvoir travailler sur la stack par rapport à tout ce qui est en place, par rapport aux tests, par rapport à tout ce qu'on a expliqué, bien sûr. Notre vitesse de livraison de nos différents pipelines, de développement aussi, c'est beaucoup accru et ça nous laisse du temps aussi pour faire de la R&D et voir ce qu'on pourrait rajouter dans notre stack pour la rendre plus optimale et efficiente. Merci. Vous avez des questions, je peux passer le micro. C'est bon, tout le monde voit. Ok. Déjà, merci. C'était plutôt cool. J'avais une question qui n'est pas directement liée à ça, mais plutôt aux premières slides que vous aviez sur les 1000 DAG et 7 équipes. Par curiosité, c'est un cluster Airflow, c'est plusieurs. Comment est-ce que ça se passe de ce côté-là? Justement, dans la partie un peu infra, avant, on était sur une simple machine EC2 qui faisait tourner les 200 DAG et ça se passait bien. Et depuis, on a migré sur un cluster cube qui n'est pas que Airflow dessus, mais on a un cluster cube de la data chez nous. Il y a presque tous nos services data. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Un cluster Airflow, du coup, voilà. Ah oui, ouais, un cluster Airflow, oui. Ouais, merci. Une autre question? En fait, j'ai menti, on en a deux. J'avais oublié, on a une équipe qui a son propre Airflow, qui fait des trucs dans son coin, et on a un gros cluster qui est utilisé par les 7 équipes en question. J'ai une question sur la partie test. Quel type de test vous utilisez, et notamment sur les transformations SQL? Sur les tests SQL, en fait, on fait des tests sur la qualité de la donnée. C'est-à-dire, on veut savoir sur la qualité de la donnée si, par exemple, on travaille sur les chiffres d'affaires, lorsqu'on fait des sommes, si ça correspond à ce qu'on attend en sortie déjà. Sur les transformations SQL, on a des tests on a des données en entrée, on met des vrais tests, des tests unitaires pour savoir on met par exemple X plus Y, ça va nous donner la vraie valeur en sortie, quoi. Et on teste aussi la structure de la requête SQL. Pour être sûr qu'on n'a pas oublié une virgule ou comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Comment vous avez fait pour tester du code legacy? Vous avez arrêté de faire des nouvelles features, d'aider du temps? Parce que ça a l'air super coûteux et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les gens ne testent pas du vieux code. On l'a pas testé. Ok, donc quand vous dites... En gros, on a fait une grosse passe et tout ce qui était legacy, soit c'était supprimé, soit on rajoute des tests
plus au fur et à mesure, un peu à la mode Boy Scout. Très clair. Ok. Vous avez dit, vous avez je parlais comme ça, ok. Du coup, vous avez dit, vous avez deux Airflow. Est-ce qu'ils partagent le même code de plugin et de tag ou c'est complètement différent, ils sont complètement différents? Non, C'est pas le même. non, même les montées de version sont différentes. C'est vraiment, en fait, c'est une feature team qui est arrivée après nous, après le cluster data, et qui derrière fait une API. Ils ont repris Airflow dans leur coin et ils ne voulaient pas être couplés, pour pas être dépendants dire, du service mastodon data de Leboncoin. Ok, merci. Ouais. Merci. Moi, c'est aussi un peu une question infra. Je me demandais, concernant les devs, comment vous gérez les clusters de dev pour cette équipe à Leboncoin? Est-ce que c'est aussi sur des machines EC2 ou c'est chacun spin-up un Airflow en local? En fait, on a des Docker en local, en fait, pour lancer nos devs, en fait. Ok, d'accord. Et vous avez les connexions aussi qui sont... parfois, c'est un peu embêtant d'avoir toujours des connexions à gérer dans la dev. Genre, quel style de connexion, par Genre exemple? connexion, justement, Snowflake, S3, il y a toutes les connexions qu'il peut avoir et dont on a besoin pour en fait faire tourner une DAG en dev. Sur ce point-là, en fait, en dev, pour se connecter au S3, on utilise le S3 de Cure, en fait. En gros, on a des connexions sur le S3 de Cure. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Pas tout à fait. Par exemple, il faut aussi utiliser un Minio pour travailler en local. Ok, merci. Bonjour. Comment vous gérez les dépendances entre les tags, si vous en avez, et c'est quoi vos bonnes pratiques là-dessus? Pour gérer les dépendances, si je ne me trompe pas, on utilise les sensors. En gros, on attend que si on a une dépendance entre plusieurs DAG, on va mettre un sensor entre le DAG 1 et le DAG 2 pour attendre que le DAG 1 soit fini pour que le DAG 2 puisse se lancer, en fait. Les DAG sensors, c'est ça. Ouais, c'est un tag sensor. Et du coup, là-dessus, comment vous gérez les changements d'heure? Bah, déjà, on a mis, comme on disait, on a mis tout en l'heure de Paris et globalement, on a dans une grosse majorité des DAG à la journée, du coup, ça pose pas trop de problèmes. Parfois, on est DAG à l'heure et nous, en fait, on a des opérateurs un peu customisés. On vérifie qu'on a bien le range attendu du DAG par an. Je sais pas si c'est clair. C'est très clair. Et du coup, le problématique, c'est quand tu as un tag dont le schedule intervalle, c'est pas du tout le même que le tag que tu attends, par exemple. Ça, c'est aux développeurs de faire attention à ça et de bien configurer leur sensor et de réfléchir un minimum à ça. Tu as un paramètre delta. Bah, tu fais une formule mathématique qui résout pas. Pendulum. Aussi. Une autre question? Bah, ouais. J'en ai une pendant que je marche. Comment on a beaucoup recruté. Début 2022, on était 8. Et donc, c'est quelque chose qu'on a fait sur la première partie de 2022. Et on a réussi à se dégager du temps pour effacer la dette technique. Ok. Merci beaucoup pour la présentation, c'était super intéressant. Je voulais vous demander quel type d'opérateur vous utilisiez
Est-ce que c'est du Kubernetes ou est-ce que c'est autre chose? Et que, du coup, comment vous faisiez pour tester vos DAG, notamment l'intégration des DAG? Si vous avez des branches, opérateurs, ce genre de choses, si vous avez différents, voilà. Comment on fait pour tester ça? Pour les opérateurs, on utilise différents opérateurs. On a des branches opérateurs, on a des Python opérateurs. C'est en fonction du besoin quand on utilise des opérateurs, en fait. C'est bien ça le sens de ta question. Nos opérateurs, c'est qu'on utilise au quotidien. En fait, on utilise beaucoup d'opérateurs différents, en fait, en fonction du besoin. On a aussi on a des équipes qui utilisent des Kubernetes opérateurs en fonction de leurs besoins. Et voilà. Et pour les tests, on fait des tests. On peut faire les tests qu'on fait sur les opérateurs. On fait le test sur l'exécution de l'opérateur pour voir si ça s'est bien passé. On peut faire aussi des tests sur des fonctions qui sont dans des opérateurs, des fonctions critiques qui sont dans les opérateurs pour être sûr que ça nous renvoie bien la bonne valeur, en fait. Pour compléter sur les tests, on s'inspire beaucoup de ce qu'il y a dans la stack, dans le projet open source Airflow. C'est quand on a voulu faire plein de tests, c'est comme ça qu'on a fait. On allait voir dans le projet open source, on a fait, ils font comme ça, et on a fait pareil. Globalement. Ok, merci en tout cas. Super présentation. On peut applaudir, je pense. De toute façon, on pourrait continuer les discussions.